Je vous dis tout de suite, ça n'existe pas aujourd'hui, le stockage des énergies renouvelables. On en parle, mais à l'échelle requise, ça n'existe pas. Valeur économique faible, parce qu'évidemment, quand on a un très très gros excès d'énergie solaire et d'énergie éolienne, plus que la demande, évidemment, ça perd de sa valeur. Il y a un problème de stabilisation des réseaux à partir d'une trop grande proportion de... Je le redirai, j'ai dit d'une trop grande proportion d'énergie intermittente, et le facteur de charge est faible, on l'a indiqué, c'est 0,2 pour le solaire, 0, presque 4 pour l'éolien. 0,4, c'est pas si mal hein, pour l'éolien en mer. Ce sont aussi des énergies de faible densité surfacique quand on compare en effet l'éolien et le solaire au nucléaire en termes de mètres carrés utilisés par mégawattheure produit. On a aussi des différences importantes. Donc il y a une empreinte spatiale qui est forte. Il y a une artificialisation des sols qui en découle, qui pose les problèmes d'ailleurs d'acceptabilité. Il y a aussi des besoins massifs en matériaux de construction, et notamment béton et acier. Là aussi, si on compare l'éolien et le solaire au nucléaire en tonnes par térawattheure produit, on a des différences significatives qui donnent un avantage compétitif au nucléaire de ce point de vue-là. Et nous allons l'aborder, le besoin en ressources minérales. Vous connaissez tous le schéma d'une éolienne dans son principe. Hein. En fait, ce qui va nous intéresser quand on regarde les métaux, c'est la partie générateur, hein, notamment, qui est donc située dans la nacelle. Et dans ce générateur, hein, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, comme dans un moteur électrique d'ailleurs, on va avoir des aimants, souvent des aimants qui sont des aimants permanents, et qui vont être faits avec des alliages de néodyme, fer, bore, et avec des terres, ce qu'on appelle les terres rares, qui sont des éléments chimiques parmi les plus lourds de ceux qu'on peut croiser sur Terre, et qui sont extrêmement importants parce qu'en fait, c'est eux qui vont vraiment contribuer, notamment les terres rares lourdes, à donner des propriétés magnétiques fortes. Effectivement, on est sur des augmentations systématiques hein, qui sont de facteurs 5 à 6 à peu près, et notamment sur ces terres rares, hein, qui sont des éléments évidemment particulièrement critiques. Quand on regarde aujourd'hui, qui c'est qui assure la production de tout ça ? Alors, vous avez différentes étapes. Hein. On retrouve nos chaînes de valeur très simplifiées, donc la production de matières premières, en gros la mine. On transforme les matières premières, on fabrique les composants élémentaires, on les assemble et à la fin on a notre produit fini, donc ici notre éolienne. Vous voyez clairement, et vous allez le voir sur toutes les figures, hein, qu'on a, comme je le disais, l'éléphant au milieu de la pièce en introduction, c'est-à-dire la Chine qui est un acteur extrêmement important. Effectivement, hormis GE côté US, Vestas côté Danemark et Gamesa côté espagnol, sinon ce ne sont que des entreprises chinoises. Donc aujourd'hui, développer l'éolien, ça a beaucoup de vertus, c'est évident, mais ça aussi pose beaucoup de questions en termes de souveraineté, en termes de création de liens de dépendance avec la Chine en l'occurrence, ici. Alors, photovoltaïque, on a dit qu'aussi, là, c'était un de ceux qui est le plus en croissance. Hein. Alors, là aussi, vous voyez, regardez les prévisions de croissance côté chinoise. Hein. Donc, on parle de quelque chose autour de 11 000 gigawatts à l'échelle mondiale, dont 3 000, 3 500 seraient chinois. Donc en termes d'éléments critiques, hein, ce que vous allez retrouver, c'est évidemment, on est sur, on a parlé tout à l'heure, hein, le silicium, hein, donc, qui est le semi-conducteur, je dirais, de base, hein, qui assure l'architecture. Mais en fait, même si on dit que c'est du silicium, il faut bien avoir en tête que ce silicium, il faut le doper. Il faut ajuster ses propriétés, il faut le rendre plus performant. Et plein de labos de recherche, ils travaillent tous les jours pour que ça soit encore plus performant que ça n'est aujourd'hui. Et donc, qui dit dopage, dit en fait, on va introduire une série d'autres éléments. Donc, on va mettre du bore, du germanium, du gallium, etc. Encore une fois, c'est trace de perlimpinpin, mais si ce n'est pas là, vous avez une performance qui est radicalement différente. Et donc, en fait, c'est indispensable. Et donc, il faut bien avoir en tête que voilà, ces histoires de métaux critiques, ce n'est pas forcément que des problèmes de grande quantité de matière. Ça peut être des fois des éléments qui sont en trace, mais qui jouent aussi un rôle critique. Et puis, n'oublions pas, je le mentionne à ce niveau-là, mais vous le retrouverez systématiquement, il faut conduire l'électricité. Il suffit juste de la produire. Donc, on a un problème de conducteur électrique dans tout ça après, puisqu'on électrifie tout. Et quand vous regardez aujourd'hui les fabricants de panneaux, à part First Solar, qui est un Américain, ce ne sont que des Chinois. Donc le développement du solaire en Chine, ou en France aujourd'hui, en Europe, enfin partout dans le monde, c'est en fait une manière de subventionner la Chine de manière, je dirais, indirecte. Hein. Le nucléaire, d'une part, fait partie de la solution sur la transition énergétique, d'autre part, est beaucoup moins, je dirais, embarqué dans ces histoires de dépendance aux métaux et de dépendance à la Chine.
puisque vous voyez que la quantité finalement dont on a besoin de ressources minérales pour le nucléaire, alors ici c'est acier et fer, mais on pourrait, vous l'avez ici, la quantité pour les autres métaux est extrêmement faible. C'est en fait l'énergie qui est le moins demandeuse. Et donc évidemment, les besoins, je dirais, pour déployer un parc nucléaire et produire de l'électricité nucléaire seront sans commune mesure avec tout ce qu'on vient de voir et ne nous mettraient pas en situation de dépendance telle qu'on l'est aujourd'hui pour le développement des renouvelables. Et donc, je dirais que la conclusion, je reviens à ma figure de départ, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait rien, on va avoir un problème que juste on n'a pas les ressources pour faire tout ce qu'on a prévu de faire, quoi. On n'a pas les ressources en temps et en heure. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là dans le sous-sol. Ça veut dire que juste, par exemple, 0 véhicule thermique en 2035, on ne fait que des véhicules électriques. Je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver, par exemple, ici, le lithium, le cobalt et le cuivre, parce que sur ces 3 éléments qui sont indispensables pour la batterie, on nous dit il y aura un problème de déficit sur le marché, c'est-à-dire qu'il y aura insuffisamment de ressources pour répondre à l'ensemble des besoins à cette échéance-là. Et vous voyez que finalement, d'ailleurs, le plus critique, c'est le cuivre, dont on ne dirait pas parce qu'on s'en sert partout, mais justement, il sert partout, et comme tout est en train de s'électrifier, de se développer, on a un vrai défi sur le cuivre